personne s'effondre au sol, en pleine crise. Quelqu'un lui maintient la tête pendant que la caméra tourne. Un peu plus loin, un groupe frappe des tambours, demande pardon, en boucle. Dans une autre pièce, quelqu'un hurle, encourage à aller plus loin, à lâcher prise. Ces images, elles sont réelles. Elles ont été filmées en caméra cachée. Et derrière ces scènes, il y a toujours la même mécanique, l'emprise. Aujourd'hui, on retrouve Benoît Jude, pour la 3e fois sur StoryCube. Parce que les 2 premiers épisodes ont marqué, et parce que ce qu'il révèle va encore plus loin. Benoît Jude enquête depuis des années sur les sectes et les dérives sectaires contemporaines. Pas celles des livres d'histoire, non, celles d'aujourd'hui, celles qui se cachent derrière des mots rassurants. Spiritualité, développement personnel, guérison, éveil. Dans cet épisode, il nous emmène à l'intérieur de groupes où l'on brouille la frontière entre réel et imaginaire, où l'on fabrique de faux souvenirs, où l'on pousse des adultes, et parfois même des enfants, jusqu'à l'épuisement mental et émotionnel. Des mouvements qui parlent d'énergie, de vie passée, de guérison collective, mais qui, en réalité, isolent, contrôlent et détruisent. Des enquêtes en France et à l'étranger, des affaires récentes, des dérives documentées et une question centrale. Comment des gens ordinaires peuvent tomber là-dedans? Si vous pensez que les sectes, c'est un truc du passé, ce que vous allez entendre risque de vous faire changer d'avis. Bienvenue dans StoryCube. Juste avant de continuer, je me permets de faire un petit aparté pour vous parler d'un truc hyper important. On va se dire les choses clairement, ton argent sur ton compte courant dort. On est d'accord, il ne travaille pas et il perd de la valeur avec le temps. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu économises de l'argent, ou plutôt tu perds de l'argent avec le temps. Aujourd'hui, le livret A est plafonné à 3%, l'assurance vie, c'est compliqué, bloqué et souvent peu rentable, et la crypto, tout le monde en parle, mais c'est souvent très compliqué à gérer séparément. Alors pour être complètement honnête avec vous, depuis quelques mois, j'utilise Débloc. Et honnêtement, j'aurais aimé connaître ça plus tôt. En fait, Débloc, c'est un compte courant classique. Donc littéralement comme là où tu laisses traîner ton argent et qui perd de la valeur avec le temps. Tu reçois ton salaire dessus, tu payes des trucs avec, etc. C'est un compte courant. Sauf que ce compte courant te rapporte 4% d'intérêt fixe. Genre, tu laisses dormir ton argent sur ton compte courant et il te rapporte des intérêts, au lieu qu'il perde de la valeur avec le temps. Et là, je vais insister parce que c'est le détail qui change tout. Ce compte courant te rémunère chaque jour. C'est pas genre, tu les places quelque part et tu reçois ces 4% dans 5 ans. Non, c'est tous les jours, tu reçois le versement des intérêts. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun plafond. Que tu aies 500 €, 10 000 €, 100 000 €, tu reçois ces intérêts chaque mois. C'est ça qui le rend vraiment différent du livret A, où passer genre 22 000 € et quelques, tu reçois plus rien. En plus de ça, il y a quelques mécaniques que j'adore. Voilà. Notamment du cashback sur certains de tes achats, des cartes Visa Premium sans plafond de paiement, bien sûr des virements instantanés gratuits, sans frais, et si t'es dans la crypto, tu peux même acheter plus de 150 cryptos différentes sur le même compte, avec ta propre clé privée. Alors le compte standard chez Débloc est complètement gratuit, et en ce moment, tu peux t'inscrire et gagner jusqu'à 500 € à l'inscription. Le lien est en première ligne de description et si vous vous inscrivez avec le code NOAH, vous aurez accès à 3 mois de compte premium chez Débloc gratuitement. C'est offert, voilà, c'est un cadeau de la maison. Après, pour être honnête, même si tu touches pas à la crypto, même si tu n'utilises pas les virements instantanés, peu importe, juste en laissant l'argent dormir sur ton compte, c'est déjà le meilleur argument, si je peux me permettre. Bref, maintenant que tu as un bon compte courant et que ton argent est bien placé, continuons avec la vidéo. C'est psychologiquement assez perturbant parce que moi je m'attends pas à ce que ça parte en transe. Le problème de ces choses-là, c'est que quand tu crois à fond à cette énergie-là, à ce qui, que tu la ressens à tel point que tu fais des convulsions, tu ne peux pas douter que quand tu t'extirpes des trucs négatifs, bah c'est vrai quoi en fait. Les tambours que tu entends derrière, typiquement c'est des tambours chamaniques. L'argent il revient toujours, mais c'est pas forcément l'objectif toujours de la dérive sectaire. On fait l'historique en fait de ce qu'elle a fait dans sa vie ces derniers temps, et il s'avère qu'elle a fait beaucoup de stages de développement personnel, des trucs un peu chelous, dans des groupes un peu bizarres. Tu entends sur la vidéo qu'il y a d'autres personnes qui crient. Il n'y a pas que cette personne-là en fait qui parle comme ça en transe. Bonjour tout le monde, bienvenue dans StoryCube. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec Benoît Jude. Alors, Benoît Jude, pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, en fait, c'est un détective privé spécialisé dans les infiltrations en secte. C'est un métier un peu atypique. Peut-être même, pour ceux qui n'auraient pas vu les autres épisodes, Benoît, tu veux nous réexpliquer rapidement qu'est-ce que tu fais concrètement Donc ouais, tu l'as bien résumé, détective privé, c'est un métier un petit peu stéréotypé quoi. Détective privé, on nous imagine plutôt faire des enquêtes d'adultère ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, immédiatement, quand je me suis installé il y a 10 ans,
ans, je me suis spécialisé dans les enquêtes, comme tu l'as dit, sur les dérives sectaires, sur la dérive thérapeutique. Enfin, au sens un peu plus large, je me suis spécialisé sur la manipulation. Je bosse pour ça avec une psychologue qui travaille tous les jours avec moi, en fait, ce qui me permet justement d'être spécialisé là-dedans, de me protéger et de reconnaître les mécanismes de manipulation. Donc j'enquête parfois au cœur des dérives sectaires. C'est dingue, donc quand tu dis au cœur des dérives sectaires, tu t'infiltres littéralement dans des sectes parfois ou comment ça? Ouais, c'est ça, je m'infiltre pas systématiquement comme je t'expliquais, parce que j'ai pas toujours besoin de m'expliquer, de m'infiltrer. Nous, les détectives privés, comme je te disais, on a deux bornes, tu vois, qu'on doit respecter, c'est la nécessité et la proportionnalité. C'est la justice qui nous rappelle ça régulièrement. Et donc, si je peux trouver des preuves à l'extérieur, je me contente de ça, si ça suffit, tu vois, pour porter les dossiers de mes clients en justice avec leur avocat. Parce que moi, mon boulot, c'est de constater, de rendre un rapport d'enquête qui est recevable en justice, et ensuite d'aider mes requérants à atteindre la justice via, bien souvent, leur avocat. Parfois, j'ai pas besoin de m'infiltrer, mais des fois, j'ai pas le choix, parce que parfois, depuis l'extérieur, je vois rien, quoi. Et donc en gros, ça veut dire que les clients t'approchent et je sais pas, ils se posent des questions sur un proche à eux qui aurait disparu ou des choses comme ça. Et toi, du coup, tu vas essayer de récupérer plus d'informations pour faire quoi concrètement pour C'est ça, ouais. Alors moi, à la base, je suis juriste, donc je vais avoir un peu un réflexe juridique, tu vois, quand j'aborde les dossiers, en plus d'être détective privé. Et mon objectif, vraiment, moi, c'est de permettre aux gens d'accéder à la justice, parce que c'est pas si facile que ça sur ces dossiers-là, parce que par définition, on est sur des faits psychologiques, donc un peu invisibles, tu vois, qui glissent un peu entre les doigts. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de ramener un maximum d'éléments pour qu'on puisse ensuite s'appuyer sur la loi pour faire valoir ses droits. Donc je vais aider les gens, par exemple, quand ils sont inquiets pour un proche qui a changé radicalement, voire des fois qui a complètement disparu, donc là ils savent pas ce qu'ils affrontent, donc j'ai déjà chopé de l'information et ensuite essayer de faire valoir ça en justice. Et puis bien sûr derrière essayer de tout faire avec d'autres personnes, d'autres intervenants comme des psychologues pour essayer de ramener les gens à l'extérieur en fait du phénomène sectaire quand c'est possible. Mais je peux avoir d'autres dossiers, comme je t'expliquais par exemple sur des dossiers où des parents se séparent et t'en as un des deux qui est dans une dérive sectaire et pas l'autre, bah tu vois t'as une question qui va se poser, c'est est-ce que c'est dangereux pour le gamin, tu vois, la dérive sectaire. Donc je vais à l'intérieur. Enfants en commun. Exactement, voilà. Quand tu as un enfant en commun, eh ben, l'enfant il va être à la fois gardé par papa et à la fois par maman, par exemple. Et je vais vérifier, moi, chez le parent qui a cette croyance-là, sans la juger, hein, mais simplement vérifier si ça peut poser problème pour l'enfant. Parce qu'en France, on a un cadre dans le code civil qui cadre justement un peu les conditions d'éducation, les conditions affectives, psychologiques et tout ça. Et tu as certaines matières, des fois, qui sont un peu déstructurantes pour les gamins. Donc, moi, je vérifie. Et j'ai un troisième cas de figure de personnes qui viennent me voir, qui sont parfois des anciens adeptes en fait, des gens qui sont sortis eux-mêmes d'une secte, qui sont complètement paumés sur de quelle manière se reconstruire et de quelle manière accéder à la justice par rapport parfois aux éléments qu'ils ont pu faire sortir et surtout comment se positionner par rapport aux gens qu'ils laissent dans la dérive sectaire qui peuvent être des gens avec qui ils sont encore en amitié, tu vois. Donc c'est hyper compliqué à gérer. C'est un autre type de dossier que je vais gérer évidemment différemment des deux autres, mais les trois peuvent se gérer de manière assez efficace dès l'instant où tu as des éléments de preuve en fait. Y a un truc que je trouve assez fou, c'est qu'avant qu'on commence cette vidéo, tu nous as envoyé des extraits d'infiltration que tu aurais fait. Ils proviennent tous ces extraits, qu'est-ce que c'est concrètement je t'expliquais que j'avais cumulé grosso modo 10 ans de caméra cachée. Parce que systématiquement, quand je m'infiltre, je fais de la caméra cachée. Alors c'est pas pour le défi, je le fais vraiment parce que parfois je reste assez longtemps et ma mémoire peut être défaillante. Donc ça me permet déjà de me rappeler précisément et puis de revoir même ce qui s'est passé, parce que ça peut parfois aller très vite. Souvent aussi, même si mon rapport il est recevable en justice, il peut être contesté, donc on peut dire que je mens en fait. La partie adverse peut trouver ça trop extraordinaire pour considérer que c'est vrai. Donc mes films, s'il faut, mes vidéos, je les dépose chez un huissier, enfin un commissaire de justice on dit aujourd'hui, et qui vérifie que mon film correspond à mon rapport. Parce qu'en fait mes films, je les garde de manière confidentielle. Je les transmets à personne en général, hein. Pas au client, pas à l'avocat, pas à la justice, uniquement en cas de contestation. Donc ça permet de vérifier que je ne mens pas dans mes rapports. Et puis surtout, ça permet à ma partenaire psychologue de vérifier par elle-même l'effet psychologique depuis l'intérieur pour éviter que ça soit biaisé par mon témoignage. Elle voit vraiment à travers j'allais dire l'œil de la caméra, ce qui se passe de l'intérieur. Donc les trois extraits que je t'ai envoyés, finalement, c'est 3 courts extraits de dizaines d'heures de vidéos de caméra cachée que j'ai cumulées en 10 ans. Et là que je rends, on va dire public, bon semi-public, puisqu'évidemment les visages sont floutés, hein. Mais je veux que les gens m'accompagnent un petit peu à l'intérieur, qu'ils voient ce que ça donne de l'intérieur et que je puisse en témoigner. Parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'au bout de 10 ans, mon rôle maintenant, c'est de témoigner de ce que j'ai pu vivre. Parce que je pense que le phénomène finalement des dérives thérapeutiques et des
des dérives sectaires est assez méconnu et très peu pris en compte par la justice et les pouvoirs publics en général. Tu présentes ces vidéos du coup dans une campagne Ulule pour financer un documentaire, c'est ça? Plus ou moins, comment ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le documentaire, ça se veut être le support de ces vidéos de caméra cachée. Bien sûr, il n'y aura pas que ça dedans. Si je parviens à réussir la campagne, si je parviens pas, c'est pas grave, j'arrive quand même à faire passer un message qui est déjà essentiel. Mais si j'arrive au bout de la campagne, j'essaierai de faire ce documentaire au mieux. Et le fil rouge, en effet, ça sera ces images de caméra cachée pour expliquer sur 10 ans ce que j'ai pu vivre et ensuite faire intervenir à l'intérieur du documentaire des gens qui connaissent le phénomène, soit parce qu'ils ont été victimes, soit parce que c'est des experts du domaine ou bien des témoins. Bon, peu importe, des gens en tout cas qui vont analyser le phénomène avec moi. Et ça, c'est en fonction de la réussite ou pas de cette campagne de crowdfunding. Mais encore une fois, si je la réussis pas, déjà j'arrive, grâce à ce projet, à faire passer un message petit à petit. Et c'est finalement l'essentiel, quoi. Évidemment, on vous met bien sûr le lien en première ligne de description si vous voulez aller voir ça. Si vous voulez évidemment que ce documentaire voit le jour, n'hésitez pas. Salut, c'est Noah du futur. Juste un petit message pour vous préciser que sa campagne est malheureusement terminée. Cependant, grâce à cette campagne, il a pu rentrer en contact avec une boîte de production parisienne pour monter son projet. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, entre-temps, il a même sorti un livre, La mécanique de l'emprise. Regardez ça, c'est une folie. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est en première ligne de description pour ceux que ça intéresse. Benoît, détective privé, expert en infiltration à l'intérieur des sectes. C'est parti. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur le premier extrait que tu nous as envoyé, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe du coup avec cet extrait? Est-ce que toi tu es présent là-bas? Ça, cet extrait, en fait, c'est une infiltration dont je t'ai parlé la dernière fois où c'est parti très très vite en fait sur le terrain. Comme je te l'ai expliqué, au bout d'une demi-heure, c'est parti un petit peu comme ça en convulsion, parce que là tu vois quelqu'un qui est au sol et qui littéralement est en transe convulsive, quoi. Je sais pas trop comment appeler ça. Peut-être juste pour ceux qui n'auraient pas vu les autres épisodes, est-ce qu'on peut juste avoir un petit rappel du contexte? Comment ça? Bien sûr, ouais. Alors là, je m'infiltre en fait durant un stage qui est payant à la base. Hein. Okay. C'est un truc comme 3500 balles pour la semaine. Un stage autour de ce qu'on appelle le chi dans les arts martiaux, tu vois, un peu l'énergie vitale, qu'ils appellent aussi sur ce moment-là la Kundalini, puisque c'est relié aussi au yoga Kundalini, donc des espèces de ressenti intérieur de montée d'énergie. Je m'infiltre au sein de ce stage-là via une possibilité de portes ouvertes, c'est-à-dire je viens découvrir, tu vois. Donc je monte toute ma couverture, toute ma légende autour de ça, dans un cadre de dossier global où on a plusieurs thématiques de croyances autour d'une jeune femme dont les parents ne comprennent plus le cheminement. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, une famille qui est inquiète pour un proche qui change. Et là, typiquement, cette jeune femme qui a une vingtaine d'années, qui est brillante dans ses études, en tout cas jusque-là, mais là, qui a tout plaqué, tout abandonné, et qu'il voit de moins en moins et dont il n'arrive plus du tout à parler de l'avenir professionnel et même de plus rien. Et donc il te contacte en te disant « Ok, je crois qu'il y a un problème avec ma fille. Est-ce que vous arrivez à aller enquêter, prendre des infos sur voir s'il est en sécurité ou quoi ?» C'est ça besoin. Exactement, on fait l'anamnèse, on fait l'historique en fait de ce qu'elle a fait dans sa vie ces derniers temps. Et il s'avère qu'elle a fait beaucoup de stages de développement personnel, des trucs un peu chelous, dans des groupes un peu bizarres, des choses que les gens connaissent, tu vois, t'as des vidéos beaucoup qui circulent en disant oui, si vous voulez devenir riche en foutant rien, etc. Bon, tu vois, t'as tout un tas de trucs comme ça. Et elle a commencé à butiner ce genre de choses. Et puis petit à petit, elle rebondit d'une personne qu'elle croise à une autre personne qu'elle croise. Et elle rentre dans plein de croyances comme ça, un peu diverses et variées, jusqu'à ce truc-là. Et donc moi, mon premier rôle, c'est déjà d'expliquer que je sais pas au départ si c'est vraiment une dérive sectaire. C'est à moi de le vérifier, tu vois. Dans certaines familles, des fois, je dis peut-être que la problématique vient de votre famille, de l'intérieur, sans juger, parce que c'est pas mon boulot. Ouais. Je suis pas thérapeute familial, mais quand je ressens qu'il y a rien d'extérieur qui vient influencer la personne qui a changé, c'est peut-être que le problème vient de l'intérieur. Ça, ouais. Donc dans ce cas-là, moi je lâche le truc, il s'en débrouille et voilà. Là, pour le coup, assez rapidement, je ressens bien qu'il y a des influences extérieures sur une vision de la vie, de l'univers, de la médecine, de tout un tas de trucs si tu veux. Toujours dans le champ du coaching et du développement personnel, mais poussé vraiment à l'extrême. Ouais. Avec ce que tu vois un peu sur cette vidéo. C'est-à-dire que je cible ce moment-là pour voir dans cette pratique-là, qu'est-ce qui va se passer là précisément sur le terrain. Je le sais pas forcément. Je sais pas que je vais affronter ça sur le coup. Je sais évidemment qu'il y a un truc autour de l'énergie, puisque c'est annoncé, et que les gens vont rechercher un petit peu à ressentir cette énergie hypothétique, qui est vraiment pas recoupée par la science. Je dis pas que la science explique tout, mais là pour le coup,
c'est vraiment très évasif, quoi. Et donc, C'est genre quoi un peu ce à quoi il croit c'est ce que tu retrouves un petit peu dans les arts martiaux, c'est-à-dire la capacité un petit peu avec l'énergie de ton corps de limite déplacer un petit peu le flux vital, Ok. voire même déplacer les objets, les gens. Tu regarderas, tu as pas mal de vidéos comme ça de maîtres en arts martiaux qui arrivent à pousser des gens, soi-disant, hein, sans même les toucher, grâce à cette force vitale qui est à l'intérieur du corps, qui serait invisible, mais qui aurait quand même une interaction avec la réalité. Donc ça c'est ce qui prône un peu dans la secte là-bas quoi. C'est Enfin, notamment ce qu'ils prônent, et ils vont même au-delà parce qu'ils expliquent qu'en plus, cette énergie-là peut te rendre malade si elle est mal calibrée dans ton corps. Bon, Ok. je te passe les détails, mais ils ont développé du coup une thérapie autour de ça pour extirper les mauvaises énergies et te soigner de divers traumatismes que tu aurais pu accumuler et qui se seraient greffés comme ça dans ton énergie, qui la perturberaient, etc. Là, ce que tu vois dans la vidéo, en fait, parce qu'il y a une série d'exercices individuels durant la journée. Ça dure une journée complète, ce truc-là. Enfin, ça dure même plusieurs jours, mais moi, je resterai une journée complète. Cet exercice-là, c'est l'exercice du matin. On travaille comme ça un petit peu notre énergie autour d'une musique et puis de propos qui nous sont répétés par le maître là, de la journée, que tu vois sur la vidéo. Bon, il est flouté, hein, mais la personne qui est au-dessus de l'autre personne qui est en train de convulser, c'est le fameux maître. Alors, ce sont tous des habitués. Je suis le seul noob. Hein. Je suis vraiment le seul noob qui arrive, donc tu vois, faut que tu te mettes dans le délire en disant c'est compliqué, tu vois, quand t'arrives, t'as fait tes noobs et que tout le monde se connaît. Donc déjà, faut être un petit peu rasséréné, un peu rassuré, tu vois. Tu te dis, allez, c'est pas grave, j'ai le droit de découvrir après tout, comme n'importe qui. Mais comme ça part très très vite comme ça, c'est psychologiquement assez perturbant, parce que moi je m'attends pas à ce que ça parte en transe. Je sais que les gens vont ressentir soi-disant, parce que bon, si on a envie de ressentir quelque chose, on va finir par le ressentir. Donc je me dis, les gens ils vont ressentir peut-être la chaleur monter par leurs pieds, traverser leur corps, aller jusque dans leur tête, peut-être éventuellement les purifier, tu vois, peu importe quoi. Je me mets un petit peu dans le mood, quoi. Mais là, ça part hyper loin. Tu entends sur la vidéo qu'il y a d'autres personnes qui crient. Il n'y a pas que cette personne-là, en fait, qui parle comme ça en transe. Il y a 3-4 personnes qui partent dans des transes, mais à ce point-là. C'est-à-dire au point où ils crient, ils hurlent même, ils crachent, ils se jettent au sol. Moi, je t'ai extrait juste un court moment, hein, mais ça dure de longues minutes, et plusieurs fois comme ça dans la journée. Un court moment où ce jeune homme-là part vraiment en grosse convulsion de fou, au point où, ce qui est intéressant dans cette séquence-là, c'est que ma caméra cachée, elle est au sol, on le voit. D'ailleurs, moi, on me repère. On voit une personne qui a un pantalon noir avec des chaussettes noires avec des petits traits de nion blanc. Ça, c'est moi, en fait. Toi, okay. Je suis juste en face de la scène. Et j'ai les yeux plus ou moins fermés, tu vois, durant ce truc-là, parce que, soi-disant, tu vois, je me concentre. Ok. Et du coup, cette scène, je la revis à travers ma caméra, en fait. C'est parce qu'elle filme vraiment le cadrage de fou. Comment tu fais pour cacher ta caméra à part ça Ouais, ça, je le garde pour moi. Ah ok, ça, ouais, bien sûr. Parce qu'après, ça, c'est même pas que moi, c'est des trucs du métier, tu vois. C'est un petit peu comme des journalistes d'investigation te donnent pas forcément tous les trucs. Donc les caméras cachées, il y en a plein de sortes différentes. Et là, celle-ci, ultra pratique, me permet vraiment de la déporter, en fait, comme on dit. Donc je suis pas obligé de l'avoir en permanence sur moi. Et du coup, ça me permet d'avoir 2 points de vue. Le mien, celui de la caméra, voire un autre si j'en ai une autre, parce que j'en fais en général tourner plusieurs s'il y en a une qui déconne, quoi. Et donc là, voilà, j'ai vraiment une vue en contre-plongée sur ce qui se passe, et à un moment donné, je vois ce jeune homme qui se tourne vers la caméra sans la voir, bien sûr. Il a les yeux complètement blancs, ultra révulsés, tu vois, tellement retourné vers le haut, je vois même plus son iris, tu vois plus rien, quoi. Donc c'est pour te dire à quel point ça va loin. Durant cette scène-là, s'il n'est pas retenu, parce que tu vois qu'il y a des membres du staff, tu as des gens qui tournent. Ces gens-là, c'est pas des participants, c'est des membres du staff, en fait, du maître, qui sont là justement pour assurer la sécurité, entre guillemets, des participants, et notamment de ce type de participants qui se jettent au sol. C'est-à-dire que lui, il se jette littéralement au sol, c'est du carrelage, hein. S'il n'est pas retenu par un des membres du staff à ce moment-là, il se fracasse au sol. Je sais pas si ça lui est pas arrivé, même une fois ou deux, de se cogner un peu, mais au moins ils assurent un minimum la sécurité à ce niveau-là. Te dire pourquoi ça se produit, je sais pas, c'est des phénomènes de transe qu'on connaît. En fait, c'est un état modifié de conscience. Et les états modifiés de conscience, c'est assez connu. On les connaît par exemple quand les gens prennent des produits, hein, mais ça je te reparlerai après. Mais on les connaît aussi sous hypnose. Les gens sous hypnose sont en état modifié de conscience, mais ça peut être dans un environnement plutôt chill, hein, comme les spectacles de... je te cite par exemple un hypnotiseur spectacle qui s'appelle Mesmer, qui fait faire des trucs de fou sur scène. Et là, les gens, clairement, sont dans un état modifié de conscience. C'est pas magique, hein, c'est des phénomènes psychologiques, c'est de l'autosuggestion, on se laisse aller en fait. Hein. Et t'as d'autres phénomènes comme ça lors de méditation, tu vois, ou bien un phénomène qui est un peu connu, d'état modifié de conscience qu'on vit tous. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, on fait un trajet en bagnole pendant de longues minutes, hein, et parfois, on se rappelle pas du tout du trajet, quoi. On est parti d'un point A à un point B, on a fait
de la route, on a pris des ronds-points, on s'est garé, on est reparti, enfin on a fait tout un tas de trucs de fou. Et on se rend pas du tout compte en fait qu'on a roulé, on s'en rappelle même pas. En fait, on est un peu en pilote automatique. Ça, c'est un état modifié de conscience, c'est-à-dire que notre cerveau, il est quand même super opérationnel et s'il se passe un truc exceptionnel sur la route, on en sort. On se rappelle d'où on est, on va dire. Mais tant que la route est chill et que tu vas d'un point A à un point B sans qu'il se passe rien, tu te rappelles même pas qu'en fait. C'est ça, ouais. Le cerveau, il n'a pas fixé. Et donc là, clairement, sur ce temps-là, les gens se laissent aller à cette croyance au point de ressentir tellement cette énergie-là, ce chi, que ça les fait dégoupiller. Ouais. Et là, clairement, ce mec-là qui part comme ça sur cette transe de faux, qui dure bien sur ce moment-là, je pense, un bon gros 5 minutes. Hein. Comme ça, ce type de convulsion-là. La scène dure plus longtemps, hein. Mais vraiment où le mec part en grosse consultation, de grosses convulsions de fou comme ça dure bien 5 minutes, donc il a le temps de se faire mal quand même. Ouais. Puis au niveau du cœur, au niveau même de la décompensation psychologique, ça peut être chaud. Hein. Mais c'est purement psychologique, parce qu'il a rien pris du tout. Je peux l'attester puisque j'étais là. Et je sais que ces gens n'ont rien pris. Ils étaient pas à jeun, puisque voilà, comme tout le monde, ils ont mangé, machin et tout. Mais ils n'étaient pas sous produits spécifiques. Ouais. Qu'est-ce que tu t'en tires quoi comme conclusion du coup à ce moment-là quand t'es toi sur place là-bas Alors là, rappelle-toi que je suis sur un dossier où je dois expliquer aux gens que leur fille est partie dans des choses un petit peu irrationnelles comme ça. Et malheureusement, il n'y a pas que ça. Je t'avais expliqué aussi la dernière fois que durant cette journée-là, il y a aussi des séances individuelles, donc comme je te le disais, où ils extirpent comme ça les énergies négatives. Ouais. Ils s'y mettent à 2 sur ces séances individuelles tellement c'est intense. Donc moi, j'ai assisté à l'une, que j'ai pas pu le filmer parce que ma caméra cachée est restée en bas, mais c'était tellement... j'allais dire intense au niveau du bruit qu'on l'entend en bas. Ouais. C'est là où je t'ai dit, où les gens ont dit putain, l'entourage, ils vont nous prendre pour une secte. Donc vraiment, c'est hyper violent. Et donc, le problème de ces choses-là, c'est que quand tu crois à fond à cette énergie-là, à ce qui, que tu la ressens à tel point que tu fais des convulsions, tu ne peux pas douter que quand tu t'extirpes des trucs négatifs, c'est vrai quoi en fait. Donc tu vas être très lié en fait à l'interprétation de ce qu'est ces choses négatives-là, de ce qu'on va en dire ton thérapeute du jour. Okay. S'il te dit c'est parce que, je sais pas, tu t'es fait quand tu étais jeune à l'école ou dans ta famille, pourquoi tu le remettrais en cause? Tu as eu un ressenti tellement puissant durant ces convulsions-là, tu dis, oui, c'est forcément vrai, quoi. Ouais. Ces phénomènes psychologiques-là, on les connaît bien, et on sait qu'à ce moment-là, on est en tel potentiel de suggestibilité, de manipulation, que tu peux croire un peu n'importe quoi, et là, tu peux dire à ton cerveau, vas-y, laisse-toi aller, dis-toi que c'est un souvenir, et ton cerveau, s'il veut greffer ça comme un souvenir, il en fera un souvenir, tu vois. Et avec ce double mécanisme d'une suggestion de quelqu'un en qui tu as confiance, qui te dit c'est sans doute pour ça que tu vas mal, et ce phénomène psychologique, physique hyper puissant qui est la transe, te ressort transformé, quoi. C'est difficilement rattrapable en fait après. Surtout quand tu cumules ça pendant des jours, parce que je te dis, ce stage-là, c'est une semaine. Hein. Donc pendant une semaine, c'est ce genre de délire, quoi. Si tu es en recherche d'un mieux-être, parce qu'à la base, tu rentres là-dedans, tu as une vulnérabilité, ou comme je t'expliquais, les gens qui tombent dans une dérive sectaire, en général, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ils sont dans un moment d'errance, psychologique, thérapeutique, philosophique, comme je te disais, spirituel. Tu cherches des réponses. Et si tu cherches des réponses, tu vas les trouver parce qu'il y a tellement d'intervenants différents dans les dérives sectaires que tu trouveras toujours quelqu'un qui aura une réponse sur n'importe quelle question que tu te poses. Ouais. Aussi compliquée soit-elle, tu trouveras une réponse. Est-ce qu'elle est vraie ? Bien souvent, non. Et si tu as la malchance de tomber sur des gens qui vont absolument vouloir te vendre leur cam, selon laquelle, si tu vas mal psychologiquement et physiquement, c'est parce que tu as eu un trauma de fou quand tu étais jeune, tu vas le prendre, quoi. Et après, il faut que tu te reconstruises avec ça. Et si c'est faux, tu fais comment pour arriver à recouper? Tu t'imagines derrière l'explosion familiale. Évidemment, je ne remets pas en cause les vrais témoignages d'inceste et ce genre de trucs. On sait que ça existe, il n'y a pas de problème. Mais le problème de ces matières-là, qui veulent absolument aller sur ce terrain-là, c'est qu'elles vont avoir tendance à invisibiliser les vrais dossiers d'inceste. On ne sait plus après, tu vois. On n'arrive plus à démêler le vrai du faux. C'est hyper dangereux, en fait. Et donc, toi, ensuite, tu vas voir la famille, tu lui dis du coup que la secte est dangereuse, ou tu lui dis quoi un peu Est-ce que tu lui montres déjà ce genre d'extrait-là, ou pas forcément Les extraits, je les montre jamais, en général, aux gens. Parce que j'estime que ça peut être... Nous, tu vois, déjà, rien que pour les spectateurs, quoi, tu vois, c'est déjà un petit peu violent, en fait, à voir. Hein. Et nous, on n'a pas trop d'affect, parce que c'est des gens qu'on connaît pas. Là, en plus, t'as vu, ils sont floutés, donc on peut voir ça un petit peu d'extérieur. On peut même penser que c'est fictif. Là, je peux te garantir que c'est pas fictif, c'est pas de l'IA et que c'était vraiment moi. Mais quand les gens prennent conscience que ça peut être leurs proches, en fait, qui sont là, parfois, qui sont même sur la vidéo, c'est trop compliqué à gérer. Donc je leur explique, si vraiment ils veulent voir, on essaye de se gérer un temps, je transmets jamais les films, ça c'est clair. Je peux passer par une phase déjà où je fais entendre un petit peu ne serait-ce que l'audio, comme j'ai fait la dernière fois, tu vois, avec toi, où déjà l'audio peut être en lui-même violent. Donc je veux préserver les gens au max, mais c'est vrai que parfois, s'ils n'arrivent pas à prendre conscience du danger que peuvent traverser leurs proches, je suis parfois obligé, en fait, de les
confronté le plus souplement possible et surtout le plus possible accompagné par des professionnels de la psychologie. C'est tu sûr. vois. Parce que pour le coup, c'est pas mon boulot. Tu ressors cette infiltration au bout d'une journée, comment t'arrives à sortir de ça du coup Pour tout te dire, normalement, je suis censé y rester 2 jours. Ouais. J'avais réservé mon week-end pour ça. Ça m'a tellement violenté que je n'y suis pas retourné le lendemain. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'ai mes fameuses 2 bornes, nécessité, proportionnalité. Là, là j'avais bien 10-12 heures de film, avec des scènes comme ça de fou. Je pense, c'est bon, ça suffit, je sais où je me situe, tu vois. Ouais. Pour ma famille, pour la justice, j'ai pas besoin de plus. Donc, moi, je vais pas être je suis pas un fou, tu vois. À un moment donné, je me dis, putain, déjà, c'est hyper violent, j'ai ce qu'il faut, j'y retourne pas. Et donc, c'est une des infiltrations, quand même, psychologiquement, les plus raides que j'ai eu à vivre, parce que, moi, j'ai du recul. Donc, même si je le vis de l'intérieur et même si c'est violent, après je retourne dans une vie posée, une vie de tous les jours, je reprends des repères et ça va, tu vois. Et puis je suis à minima quand même accompagné par ma partenaire psychologue qui me prépare un peu à ça. Elle va pas me dire précisément ce qui va me passer, ce qui va se passer à l'intérieur, mais elle me prépare au phénomène psychologique et donc du coup je sais un petit peu m'en préserver. Mais ce qui me marque, c'est finalement de laisser des gens comme ça, là-dedans, et de me dire, eux par contre ils prennent cher, et ils prennent cher le lendemain, le surlendemain, et pendant 1 an, et puis pendant 2 ans, et puis pendant combien de temps quoi. Et c'est encore une fois pour ça, tu vois, que j'ai envie aussi un peu de témoigner du truc. Je changerai pas le monde, hein, mais j'ai une parole à fournir, et donc c'est aussi pour ça que je montrais un petit peu ces images et en parler avec toi, ou à travers le documentaire si je peux le faire, pour dire, putain il y a ça quand même sur le terrain, est-ce que... Ok, il y a une liberté de croyance en France, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on laisse vraiment faire ? Parce qu'en plus, là, physiquement, pour ce mec-là, c'est dangereux quand même. Oui. Au-delà de l'aspect psychologique que je te citais avant, physiquement, le mec, il peut... Tu sais pas à quel moment il peut même se dire je passe par la fenêtre, chill, j'ai le chi qui va me protéger, tu vois. Ouais. Voir Dragon Ball, peut-être que je vais voler, quoi. C'est ça, ouais. Et crac, Ouais. ça arrive pas tous les jours. Mais quand ça arrive, ça va être traité comment dans l'actualité ? Un mec qui est mort, on va pas forcément, tu vois, faire Le lien le avec... lien avec avant le chi ou la montée de Kundalini. Il faudrait que les forces de l'ordre soient ultra spécialisées pour comprendre ce qui s'est passé avant. Et je peux te dire que c'est pas le cas, c'est aussi pour ça que je veux évoquer ça. C'est parce que moi, j'accompagne les gens jusqu'au bureau du procureur de la République s'il faut, et ils sont parfois confrontés dans des commissariats ou dans des gendarmeries à des policiers qui comprennent pas du tout ce qu'ils ont sous les yeux. Ouais. Parce que on peut pas leur reprocher, ils sont les policiers de 300 ou 400 000, je sais plus. Et il y a un organisme en France qui les forme, je te le citais la dernière fois, c'est la Mivilude. Et la Mivilude, ils sont une dizaine, tu vois, être vraiment actifs, même pas. Et ceux qui sont amenés à former les flics et les gendarmes, ils sont 2. Ok. Donc je te laisse imaginer que c'est impossible de les former. Et en plus, avec le roulement, les nouveaux qui arrivent, les anciens qui partent, tu restes avec 99% de gendarmes et de policiers qui même, j'allais te dire, n'ont même pas entendu parler de la Mivilude. C'est ça. Même pas de ce que je te cite là. C'est même la Mivilude, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. Que les gens, globalement, savent pas. Bon, déjà, c'est gênant. Mais que les policiers et les gendarmes ne savent pas alors qu'ils vont être amenés à accueillir des victimes qui vont en parler, ça va pas. Déjà, tu sais que ça marchera pas. Il y a un deuxième extrait que nous a envoyé, celui-là. Je reçois l'énergie du pardon. Demandez l'énergie, le réservoir d'énergie du pardon. Celui-là, pareil, il est assez fou. On voit une sorte de groupe qui joue du tambour en demandant un peu pardon. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo ? Ouais, dans cet extrait-là, c'est vraiment... c'est nettement moins impressionnant sur le coup que l'autre. Ça reste hyper surprenant quand même. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est atypique. Alors c'est atypique et en même temps, c'est très typique d'un milieu qui s'appelle le chamanisme. Les tambours que tu entends derrière, typiquement, c'est des tambours chamaniques. C'est quoi le milieu chamanique ? Enfin, c'est quoi pour ceux qui... Alors le chamanisme, en fait, ça vient plutôt de l'Est. J'allais dire, c'est même réparti à travers le monde, parce que tu as aussi beaucoup de phénomènes de chamanisme en Amazonie. Le chamanisme, en fait, se propose via l'usage, en général, de produits psychédéliques, et puis des tambours, parce que les tambours, avec la rythmique des tambours, tu t'approches d'un phénomène de transe. Alors, quand tu prends en plus des produits, tu es un peu dans une rêve party, tu vois, mais spirituel. Ça marche. Et donc, l'objectif, c'est, en fait, d'atteindre en fonction en fait du chamanisme, parce qu'il y a plusieurs branches, en fonction d'où on se situe dans le monde, mais l'objectif global du chamanisme, c'est d'atteindre le monde invisible. Okay. Donc les ancêtres, les esprits de la nature, okay. Ça peut être éventuellement aussi des extraterrestres qui naviguent dans ce champ invisible, ou bien des divinités. Donc tu peux les atteindre de différentes manières. Chaque croyance va avoir un petit peu son rite, ses rituels. Le rite du chamanisme, c'est les tambours et si possible les produits. Je dis si possible parce que les produits psychédéliques qui sont reliés à ces spiritualités-là, en France, sont interdits. Mais tu as certains pays qui l'autorisent sur la base de la liberté de religion. C'est quoi, genre des produits comme ça ?
Je peux t'en citer 4 qui sont assez connus. Le plus connu actuellement, c'est l'ayahuasca. Alors, c'est pas un produit en tant que tel, c'est une préparation. L'ayahuasca, c'est un breuvage qui est composé de 2 produits différents, dont un psychédélique. Donc, les produits psychédéliques, en fait, c'est des produits psychotropes qui sont tous hallucinogènes, Ok. plus ou moins puissamment et plus ou moins rapidement. Donc là, l'ayahuasca, c'est un breuvage, en fait. Tu prends un thé, c'est assez infect, les gens vomissent beaucoup. Mais bon, le délire, c'est pas le bien-être immédiat, c'est vraiment d'atteindre quelque chose de supérieur. Tu as un autre produit qui est assez impressionnant qui s'appelle le kombo. Donc le kombo, c'est pas un produit que tu consommes, c'est une substance qui est récupérée sur la peau des grenouilles toxiques, petites grenouilles d'Amazonie, qui sont plus ou moins colorées, qui peuvent être vertes, mais on les connaît plus sous leur couleur, des fois très bleue, très jaune. Et ce produit est récupéré sur la peau de la grenouille et va être inséré dans le corps via des plaies sur la peau, donc en général des brûlures. Et dessus, on met un petit peu de kombo. Ça rentre ensuite dans l'organisme. Et là, ça rend les gens très très malades, mais très très en transe. Et tu as 2 autres produits qui sont connus. Tu as la psilocybine, donc ça, c'est des champignons hallucinogènes. Tu peux prendre par exemple sous forme de poudre ou directement de champignons. Et tu as un autre, c'est la mescaline. Ça, c'est issu des cactus, par exemple, le peyote. C'est pareil, c'est assez connu. Tu trouves ces trucs-là assez facilement sur Internet. Si tu te démerdes bien, je ne vais pas donner de conseils évidemment. Là, j'ai donné un exemple justement de traitement différencié. Moi, en tant que de détective privé, je peux travailler parfois dans des pays étrangers. Je m'appuie sur des collègues sur place parce que si on ne connaît pas très bien la législation, autant s'appuyer sur les collègues, mais on le fait beaucoup. Moi, je fais partie d'une association de détectives qui s'appelle la WAD, c'est World Association of Detectives. On est 1500, je crois. Et vraiment à travers le monde. Et donc, systématiquement, quand j'ai des besoins, je m'adresse aux collègues. Comme ça, tu restes dans ta légalité. C'est ça. Puis le mec, il connaît les rouages sur place. Et là, j'ai eu un dossier comme ça c'est pas ce dossier-là, mais un dossier un peu similaire, mais un autre type de chamanisme au Québec. Et au Québec, la particularité, en France, c'est strictement interdit. Là, je vais te citer l'ayahuasca, mais tu as absolument pas le droit de détenir, de faire circuler et de consommer de l'ayahuasca en France. C'est interdit. Alors, beaucoup de gens vont me dire, oui, mais c'est pas hyper dangereux, et puis ça reste un truc spirituel, donc c'est dégueulasse que la France respecte pas ça. Bon, là, c'est pas mon point de vue, c'est le point de vue légal. Et là, pour le coup, il y a une religion qui utilise l'ayahuasca un petit peu, j'allais dire, la comparaison peut-être un petit peu rapide, mais il faut comparer ça avec l'hostie au niveau du catholicisme, tu vois. Pour une religion spécifique, l'ayahuasca, c'est vraiment leur hostie, c'est-à-dire que ça fait partie de leur rituel pour atteindre justement la conversation avec Dieu, etc. Et donc, ils ont demandé la possibilité de consommer l'ayahuasca en France sur la base de la liberté religieuse, qui est une liberté constitutionnelle, qui a toute sa place, bien sûr. Mais en France, la Miviludes est intervenue pour dire il y a un trop gros risque de soumission chimique dont j'ai trop parlé. Donc nous, en France, on refuse parce qu'il y a une liberté qui prévaut, c'est celle de l'intégrité physique et psychique. Bon, c'est comme ça. Ça prévaut sur la liberté de religion en France, parce qu'aussi tu as le principe de laïcité qui est derrière, etc. Au Québec, c'est un peu différent. Au Québec, ils ont choisi l'inverse. Ils ont dit, nous, on fait prévaloir la liberté de religion. Ça va être strictement encadré, mais il y a quelques associations au Québec qui ont le droit de prendre de l'ayahuasca et de le consommer sur leur sol. Et là, c'est pour ça que j'ai enquêté là-bas pour le coup. J'ai eu comme ça un dossier à traiter où la personne... Alors pourquoi ils sont venus me voir moi ? Tout simplement parce que les détectives privés spécialisés, on n'est pas super nombreux. Et y compris à travers le monde. Et donc, ce monsieur-là m'a contacté parce qu'il a estimé que j'étais peut-être le plus à même de comprendre ce qui se passait dans leur famille. C'est pas ce dossier-là, mais ce qui se passe dans le chamanisme avec ou sans produit. Alors là, ce que tu vois sur la vidéo, c'est sans produit, mais néanmoins, les gens partent quand même sur une transe qui va être moins extrême, effectivement, que quand tu prends des produits. Mais les tambours t'amènent à une phase de transe qui est pas du tout la même que celle que tu as vue dans la première vidéo. Il va pas y avoir de grosses convulsions, etc. Il peut y avoir des phénomènes physiques super impressionnants quand il y a de la prise de produits, parce que là, les gens sont hyper malades. T'as déjà vu un truc comme ça, toi, ou c'est plus... Je l'ai pas vu, moi. Alors, comme en France, c'est pas autorisé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les gens vont, la plupart du temps, s'exporter à l'étranger. Typiquement, il y en a beaucoup qui partent au Pérou. Il y a des cas des gens qui décèdent malheureusement au Pérou. En fait, si le Québec a fait le choix d'accueillir ça sur son sol, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu une réflexion. Ils n'ont pas la Miviludes déjà, ils n'ont pas d'organisme comme ça. Donc la question de la soumission chimique et tout ça, c'est pas posé, de la dérive sectaire en tout cas. Donc ils se sont posé une autre question, ils se sont dit, est-ce qu'on préfère que nos ressortissants se barrent à l'étranger, dans des pays où tu vas peut-être pas avoir accès à un hôpital très facilement. Imagine-toi au milieu de l'Amazonie, quoi. Si tu as une urgence, tu n'auras pas un hôpital à 5 minutes. Et ils ont d'ailleurs eu des décès exactement comme ça. Un Québécois en plein milieu
de la forêt péruvienne, si je ne me trompe pas, et qui a été malheureusement beaucoup trop loin d'un hôpital pour être secouru et il est mort de consommation d'ayahuasca. Alors est-ce que la réflexion était avant ou après? Je ne sais pas, je pense que c'est intervenu après, peut-être à cause de ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse, si les gens s'intéressent à ces phénomènes-là, en général, aux dérives sectaires, je les invite vraiment à écouter un podcast qui est super, un podcast d'un Québécois, c'est pour ça que j'y pense, je te parle du Québec. Un mec qui s'appelle Olivier Bernard, qui est plus connu sous son pseudo, c'est le pharmacien, parce qu'il a commencé comme ça, pharmacien. Il est pharmacien à la base. Et il a fait 4 saisons un podcast qu'il appelle Balado, parce qu'au Québec on appelle ça un balado. Un podcast qui s'appelle Dérive, et il y en a un justement là-dessus, sur cet épisode-là, sur cet événement-là, du mec qui est mort au Québec à cause d'une prise sans doute trop massive d'ayahuasca, et puis d'autres choses, hein, je pense aussi peut-être à cause des conditions sanitaires et d'autres trucs. Hein. Ouais. Bon voilà, donc moi j'y ai pas assisté directement pour te répondre, parce que finalement chez nous c'est hyper rare, mais au Québec tu vois que ça peut être beaucoup plus possible, puisque c'est autorisé sur leur sol. Là la particularité de cette vidéo que je t'envoie, de cette infiltration, et ça me permet de te placer ça, c'est que là physiquement moi j'y suis pas ce jour-là. Ah putain, incroyable. J'y suis sur la première et sur la dernière vidéo, mais parfois je travaille avec des collègues. Parce que détective privé, je suis pas tout seul, bien sûr. Alors certes, à être vraiment ultra spécialisé, on n'est pas très nombreux. Moi, un peu plus que les autres, parce qu'encore une fois, j'ai la chance d'être avec une psychologue, puis ça fait 10 ans que je fais ça. Mais typiquement, il y a certains milieux où, en tant qu'homme, je vais avoir du mal à m'infiltrer. Et dans ce chamanisme-là, tu noteras que c'est des femmes qui pilote la cérémonie. C'est pas un hasard en fait, parce que cette cérémonie, elle est surtout tournée autour du féminin sacré et tout ça. Et donc là, mon profil, forcément, féminin sacré, ça marchait moins bien. Ouais, c'est compliqué. Tu peux, hein, des fois, t'as des mecs qui arrivent à rentrer dedans parce qu'ils vont vouloir travailler leur part féminine. Au sein de la cérémonie, on va te dire que même les hommes ont une part féminine, tu vois. Mais là, clairement, le profil était beaucoup plus facile à placer à travers une femme. Donc là, j'ai vraiment piloté une de mes collègues, qui est pas forcément spécialisée à la base, mais que j'ai briefé à fond pour qu'elle y aille entre guillemets à ma place. Mais tu vois, la faculté de la caméra cachée, presque comme si j'y étais, sachant que je suis jamais très loin, et j'ai certaines de mes caméras cachées que je peux brancher en fait en Wi-Fi et du coup recevoir incroyable. La vidéo en direct. Donc je suis presque à l'intérieur en fait. Donc voilà, là clairement ce jour-là, c'est pas moi physiquement, mais c'est moi qui ai traité par contre tout le dossier de bout en bout. Et est-ce que tu prends des notes? Tu prends comme note par exemple dans cette infiltration-là Alors prendre des notes, tu te doutes bien que je vais pas... Non mais voilà, mais genre... tu pourrais, hein, il y a... Qu'est-ce que tu retiens en fait finalement de cette infiltration? Qu'est-ce que tu transmets aussi à la famille après ou... L'objectif c'est toujours le même, c'est d'aller à l'intérieur, si tu ne peux pas avoir les éléments à l'extérieur, pour surtout vérifier tout ce qui va ressembler à des critères de dérive sectaire. Comme je te l'ai dit, en France, on a cette chance-là, c'est pas parfait, c'est pas non plus juridique, ça reste un truc institutionnel, mais on sait ce qu'est une dérive sectaire, ça a été défini par la Miviludes, il faut que les gens aillent voir sur le site, et il y a des critères. Tu as 10 critères principaux, puis des sous-critères, et moi mon boulot c'est d'aller voir à l'intérieur si je coche ces critères ou pas. Ensuite, moi j'évalue un seuil de risque de dérive sectaire et je transmets ça à la justice et la justice va travailler avec le parallèle juridique. Parce qu'en face, on a un certain nombre d'infractions parce que la dérive sectaire, c'est pas une infraction en tant que telle. Ce qui va être une infraction en face, c'est la manipulation que tu as dans les infractions, qu'on appelle la suggestion psychologique au pénal. Tu peux avoir d'autres infractions, des agressions, de l'escroquerie, du harcèlement, des violences psychologiques. Enfin voilà, tu as d'autres infractions de droit commun. Moi j'y vais, je constate ça. Donc je ramène de l'info et en même temps, j'ai déjà cette part-là de dire, je vais vous dire ce qui se passe pour vous rassurer ou pas, et d'une. Et de deux, je vous file des billes pour que vous puissiez porter plainte, éventuellement contre ce groupe-là et contre toute autre personne qui, dans un phénomène de bande organisée, en fait, c'est vraiment aussi ça une notion juridique, serait complice en fait de tout ce truc-là, quoi. Comment elle se rémunère, la secte, par exemple celle-ci en l'occurrence? Est-ce qu'il y a une technique spéciale? Est-ce que c'est... Tout à l'heure, tu as parlé d'un stage à genre 3500 balles pour rentrer à l'intérieur. Est-ce que c'était le même mécanisme ici? Tu t'en souviens ou pas forcément Ouais, on en avait parlé, c'est aussi un peu de la dernière fois. L'argent, il revient toujours, mais c'est pas forcément l'objectif toujours de la dérive sectaire. C'est même finalement assez rare. J'ai quelques dossiers où vraiment j'ai de la pure arnaque, on en avait parlé dans le milieu du coaching des fois où c'est vraiment full arnaque, où les mecs viennent surtout mettre en place une grosse vente pyramidale, une pyramide de Ponzi, tout ce que tu veux, mais vraiment là tu sens que l'argent est vraiment le fil conducteur. Parfois c'est pas le cas, mais il faut quand même que les mecs alimentent la machine. Donc parfois ça va être des stages qui sont rémunérés, comme le premier que je t'ai dit. Là dans le deuxième cas, c'est plutôt des dons libres. Voilà, tu donnes un petit peu ce que tu veux, tu participes un petit peu, par exemple,
là, c'était typiquement dans un château qui leur appartenait, mais qui avait besoin de quelques travaux de rénovation. C'est ça. Bon, si t'es sympathique avec le groupe sectaire, tu participes déjà aux rénovations physiquement. Ouais. C'est une forme de paiement, tu vois. Et sinon, si tu peux pas physiquement parce que t'as pas de compétences, tu donnes de l'argent pour payer les réparations. Ça peut être ça, la rémunération. Tu vois, c'est pas forcément un truc directement relié, ça va être indirect. Puis ensuite, t'as un phénomène de conformisme du groupe. Si t'en as un qui donne, tu vas être plutôt mal vu si tu donnes Ouais, pas. c'est ça, ouais. Et si t'en as un qui donne 500, t'as un biais d'ancrage. Tu vas être plutôt mal vu si tu files 10 balles, quoi. Si t'as pas le choix parce que t'as pas de thune, tu donneras avec 10 balles. Ok, ouais. Mais si t'as le choix, psychologiquement, si tu peux donner plus et que tu vois que quelqu'un d'autre donne plus, tu donneras plus. C'est ça, ouais. Et vraiment, le paiement en nature aussi, il y a un truc qui est institutionnalisé dans certaines dérives sectaires. Alors, je dis pas que le yoga est une dérive sectaire, mais par contre, on en avait parlé, avec le dossier où on a mené ça jusqu'au bout et où la personne a pris 14 ans de prison pour vivre sous contrainte psychologique. À la base, c'est du yoga. Donc, on a des dérives sectaires dans le yoga. Et dans le yoga, il y a un truc en plus qui s'appelle le seva, S-E-V-A, tout simplement. Et le seva, en fait, c'est un don manuel que tu fais en fait au maître pour cheminer sur ton chemin spirituel. Ok. Tu vas travailler comme ça bénévolement, le plus possible, dans ton champ de compétences pour ton maître. Ça te permet de cheminer, ça fait partie du travail spirituel. J'allais dire, c'est bien pratique pour un maître de yoga qui aurait envie de profiter de ça. Ouais, c'est ça. S'il a envie de faire rénover sa baraque ou faire son site internet ou j'en sais rien, ça compta, tu vois. Ouais. Parce que les mecs, ils ont des boîtes. Je dis ça, c'est histoire vraie, je l'ai vraiment vu ça. Ah ouais? Ils vont pas demander au mec, tu peux me rendre service, ils vont dire, pratique ta seva, tu le fais pour moi. C'est ton chemin spirituel. Et donc, tu fais ma compta, tu fais à manger, tu fais le ménage. Donc ça, c'est une autre forme de paiement dans les dérives Ça, c'est sectaires. autorisé de faire ça? Enfin, tu peux peux- arnaquer les gens comme ça Ils vont te dire, c'est du bénévolat. Ok, putain. Les gens vont te dire, je suis pas manipulé, je le fais spontanément. Je suis Ouais. consentant, c'est toujours cette thématique-là, toujours qui revient. Le consentement, jusqu'à quel point tu es consentant. Jusqu'à quel point ces dames-là qui sont faites vivre sur ce dossier-là spécifique, qui ont toutes dit oui, étaient vraiment consentantes. Et là, la justice, c'est pas moi qui le dis, la justice a considéré que leur consentement, il était vicié, comme on dit. Il était extirpé par contrainte psychologique. Tu peux extirper un consentement par contrainte psychologique pour faire bosser les gens, quoi. Je l'ai vu dans d'autres cas de figure aussi. Je te cite un autre exemple comme ça où tu vas payer de ta personne, pas forcément. Tu vois, si t'as pas d'argent, ils vont quand même trouver le moyen de te faire payer. Et à travers le woofing, c'est vraiment une pratique qui est plutôt saine au début. Tu vas être accueilli par un agriculteur contre le gîte et le couvert. Tu vas bosser pour lui, tu vas rendre des services. Tu vas t'occuper des animaux, tu vas faire un petit peu les champs. Ok, ouais. Mais t'es censé juste rendre un service. La MSA, qui est l'organisme qui contrôle ça en France, dit bien que ça doit pas être indispensable à l'exploitation. Ça doit juste être un accueil, tu vois, pour que le mec découvre justement la ferme, le boulot et tout ça. Moi, j'ai vu des mecs travailler en woofing du lever du soleil au coucher du soleil. Des esclaves, quoi. Ouais. Mais faire des trucs de dingue, s'ils étaient pas là, la boîte, elle tournait pas, quoi, en fait. Ouais. Faire des baraques, mais s'occuper complètement de la ferme, etc. C'était des vrais ouvriers, mais gratos. Donc ça, c'est carrément du travail au black, c'est strictement interdit. Mais s'il n'y a pas de contrôle, là, pour le coup, ça dépasse même le seva. Parce que là, la justice peut dire, ça, c'est du travail dissimulé. C'est pas autorisé. C'est pas genre le mec, même s'il est bénévole, c'est pas possible, c'est pas un trou de main. Mais s'il n'y a pas de contrôle, au fin fond de l'Occitanie, j'aime mieux dire que pour aller contrôler le fin fond de l'Occitanie, il faut y aller, quoi. Ouais. Ils ont autre chose à faire, en général. Les services de contrôle, que ce soit les services sociaux ou la police. Peut-être juste pour rester sur cette deuxième vidéo, est-ce que finalement, toi, t'as considéré qu'il y avait des trucs dangereux dans cette secte là-bas ou pas forcément Là, ce qui est dangereux aussi au niveau du chamanisme, surtout quand tu as de la prise de produits, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est dès l'instant où psychologiquement tu passes dans un état modifié de conscience, tu n'as plus de barrières cognitives. Du moins, elles sont ultra affaiblies, voire plus du tout. Si tu es sous produits hallucinogènes, moi j'ai connu des gens qui m'ont témoigné de l'intérieur, des requérants, avoir vu et parlé avec des extraterrestres, ou avoir vu et extirper des démons à l'intérieur d'eux. Donc des démons qui les rendaient malades, évidemment, parce que ça va toujours être relié à ta vie. C'est pas complètement déconnecté de ta vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton état modifié de conscience t'en sort. Et en général, t'y vas pour trouver des réponses que tu cherches, comme je te disais. Ouais. Des réponses parce que t'es malade, des réponses parce que t'es en mal-être, des réponses parce que t'as pas d'amis, tu sais pas pourquoi. Ou tu te sens bien dans cette famille-là spirituelle, et ils t'apportent des réponses sur la vie globale, peu importe. Et donc c'est jamais full déconnecté de ta vie de tous les jours. De toute façon, ta vie de tous les jours, t'y retournes à un moment donné. Et ce qui est dangereux, c'est ça. C'est que ça laisse des traces énormes, et que tu vis dans une société, avec d'autres gens, avec des collègues, avec ta famille. Donc ça te déconnecte complètement. Après, les gens peuvent vouloir se déconnecter s'ils le veulent à fond. Mais si le reste de la famille souhaite continuer à avoir
des liens, j'allais dire normaux, des repas de famille, des trucs comme ça devient de plus en plus compliqué parce que ces choses-là sont extrêmes. Et tu vas finir par invariablement être happé vers cette recherche d'état modifié de conscience et puis cette recherche de dérive sectaire où tu considères que c'est là que se trouvent les vraies réponses de la vie, pas dans la vie chiante de tous les jours. Je peux encore une fois le comprendre ce truc-là, hein, mais c'est hyper compliqué à gérer avec son quotidien derrière et en plus, sans en plus revenir de nouveau sur ce qu'on peut te mettre dans la tête, tu vois, en surinterprétation. Ce démon, il vient d'où, tu vois? Tu peux avoir un mec comme ça, imagine, t'as un mec qui gère la session comme ça de chamanisme. Lui, il est à jeun, hein. Il va pas se défoncer, en général pas trop en tout cas. Parce qu'il faut qu'il gère ne serait-ce que le rythme. C'est très codifié le rythme dans le chamanisme. Ok. Là, tu vois, t'as l'impression d'entendre des tambours comme ça en mode random, quoi. Je sais pas si ceux-là, ils sont bons, par exemple, parce que j'ai pas assez de recul, mais je peux te dire que c'est très codifié. Les rythmes sont même codifiés au point où, en fonction de ce que tu veux atteindre, ça va pas être les mêmes rythmes, ça va pas être la même rythmique, ça va pas être les mêmes tambours, ça va pas être la même tension de la peau. C'est ça. Tout ça est très précis. Ce que je voulais te dire pour en revenir à ça, c'est que la personne, du coup, comme c'est très codifié, elle est obligée d'être quand même maître d'elle-même, défoncée quoi en fait, pour justement gérer ce rite-là. Et en général, c'est des sachants. Les chamans, c'est souvent, historiquement, c'était un peu les guérisseurs du village, tu vois, ou de la tribu, peu importe quoi. Et c'est les gens qui savaient l'avenir, le passé, qui savaient des choses sur la santé. Et dans le milieu du chamanisme, c'est encore un peu ça. C'est des gens qui vont te dire comment penser et ce que tu dois faire pour te guérir. Ok. Et là, t'imagines tout ce que tu peux greffer à ce moment-là, avec des barrières cognitives qui sont super affaiblies. Si le mec est pas regardant sur les conseils qu'il va donner, il peut aller super loin et il peut te dire tu suis pas ton traitement médical, tu vas pas avoir le psy, tu vas pas avoir le psychiatre, si t'es dépressif, c'est pas grave, c'est des démons de machin, tu prends pas de médoc, et si t'es pas bien, c'est à cause de tes ancêtres ou de ta vie antérieure, ou c'est à cause de ton frère là actuellement. Donc faut plus que tu le vois, tu vois, par exemple. Ça d'ailleurs, c'est un des critères un peu des sectes qu'on avait vu un peu la dernière fois, mais le fait d'éloigner notamment l'entourage et les proches, la famille, etc., pour essayer d'isoler finalement la personne qui rentre dans la secte. Ouais, c'est ça, exactement. Dans les critères, tu verras, t'as un certain nombre de critères, faut évidemment pas qu'ils soient tous remplis, pour qu'on considère si c'est une dérive sectaire, mais il faut qu'il y en ait plus d'un aussi. Les critères principaux comme ça. Les critères principaux, c'est ce qu'on peut s'imaginer. C'est par exemple le premier, c'est ce que la Mivude appelle la déstabilisation mentale. C'est la manipulation. Le terme juridique, encore une fois, c'est la suggestion psychologique. Placement en état de suggestion psychologique, plus précisément, mais peu importe. Mais voilà, pour te dire que déjà, s'il n'y a pas de manipulation au départ, on ne peut pas considérer que c'est une dérive sectaire. Il faut qu'il y ait ce phénomène-là. L'autre critère qui revient très souvent, c'est la rupture avec l'environnement social. La famille, les collègues, les amis, tu te replies sur toi-même. En plus, en psycho, on connaît très bien ce phénomène, qui est un phénomène de réduction de la dissonance cognitive, sans être technique, mais c'est juste pour dire, à un moment donné, quand tu veux te rassurer dans tes choix, tu vas te trouver des excuses. Et l'excuse principale, c'est de dire, si les autres pensent comme moi, c'est sans doute que c'est ce qu'il faut penser. C'est ça. Ouais. Et donc le groupe pense comme moi, et donc petit à petit, tu finis par dire, c'est le reste du monde qui pense pas comme il faut. Même si on est 10 pélos, c'est nous qui pensons bien, le reste du monde, ils sont dans l'erreur. D'ailleurs, c'est ce qu'on te dit à l'intérieur. Méfiez-vous de l'extérieur, ils sont dans le faux. Nous, on a des pouvoirs, etc. On vous apporte le vrai. Ça s'appelle le support social, un psychosocial. Et donc, naturellement, tu te mets en rupture. Donc, c'est pas un hasard si c'est un critère de la Mivude, tu vois, parce que ça se retrouve, ce truc-là. Et puis, tu peux avoir d'autres facteurs comme tout type d'escroquerie, l'utilisation d'un langage vraiment en groupe, tu vois. Okay. Vraiment en inadéquation avec le reste. Tu vas avoir un style vestimentaire particulier, un régime alimentaire particulier. Tu vas avoir aussi une critique des institutions de la République, par exemple, ou l'embrigadement des enfants. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Un seul critère pris séparément, tu peux le retrouver dans plein d'autres trucs. Bien sûr. C'est pas parce que t'as un critère que tu te dis putain, c'est une dérive sectaire. Ouais. Non, parce que dans ce cas, tous les trucs politiques et tout, tu te dis c'est que des dérives sectaires. Non, c'est vraiment comme ça un cumul de critères et surtout une analyse sur le fait que, à la fin, ça te réoriente vers une vision du monde qui est complètement radicale et destructrice par rapport à une vie en société comme on peut l'imaginer dans un pays démocratique et républicain comme le nôtre. Il y a une troisième vidéo, un troisième extrait que tu nous as envoyé, c'est celui-là. Vas-y. On y voit une personne qui hurle, encouragée par quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans cet extrait? Enfin d'abord, peut-être comment commence d'ailleurs cette enquête, cette infiltration là-bas comment... Alors, cette vidéo-là, en fait, on avait déjà entendu un extrait, c'est pas à ce moment-là, mais l'extrait que tu as passé la dernière fois sur fond noir, là, j'avais passé à l'époque, du coup, que l'audio. On y va petit à petit. Mais c'est exactement la même journée, en fait, c'est au même endroit, sauf que c'est pas la même personne qui crie. Mais si ces gens-là crient, ce jour-là, c'est parce qu'en fait, c'est le but
de la thérapie. Là, Ok. en fait, sur ce dossier-là, et c'est la différence entre la dérive thérapeutique et la dérive sectaire, justement, c'est que là, je suis à cheval entre les deux. La différence entre une dérive thérapeutique et une dérive sectaire, c'est qu'une dérive thérapeutique, ça va être simplement, entre guillemets, tu vas détourner les gens de leur traitement conventionnel, un traitement, on va dire, qui est un peu fondé scientifiquement, tu vois, que tu vas donner traditionnellement dans le cadre médical ou psychothérapeutique ou psychiatrique. Avant, c'était pas forcément une infraction stricto sensu, tu avais vaguement l'exercice illégal de la médecine, mais c'était un peu difficile à poursuivre. Maintenant, depuis 2024, la dérive thérapeutique est une infraction. C'est rentré dans le code pénal. Ah ouais? Comme je te l'ai dit, comme ça. Quand tu détournes quelqu'un par des manœuvres comme ça, des pressions pour détourner les gens, leur faire croire que la médecine, vraiment, c'est tout pourri, et vaut mieux utiliser notre thérapie à nous, un petit peu comme la première que je te citais, là, extirper les énergies et tout. Ça, c'est interdit aujourd'hui. Hein. Si tu pousses les gens comme ça à évacuer toute médecine classique, qu'elle soit médicale pure ou psychiatrique, psychothérapeutique, etc., c'est une infraction aujourd'hui. Ok. Enfin, bon, après, il faut qu'il y ait une enquête, faut que ça Ouais, prouve, bah machin. oui, évidemment. Mais c'est une infraction potentielle. Donc, depuis très récemment, la dérive sectaire, en fait, c'est quand, en plus de ça, tu vas greffer des critères de la mivilude. Ouais. La déstabilisation de tout ce qu'on a vu, tu vois, avant, la rupture, etc. La dérive thérapeutique peut se transformer en une dérive sectaire dans le champ de la santé, quoi, en fait. Et là, typiquement, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans mon dossier, j'analyse le truc, tu vois. Je me dis, je suis sur quoi, là? Parce que clairement, la dérive thérapeutique, dans ce truc-là, on y est à fond. Hein. Parce que c'est une thérapie qui est inventée pour que les gens ne suivent plus que ça. Et le profil des gens qui sont dedans, que tu vois, sont que des gens qui sont en fragilité psychiatrique, mais plus. Hein. Ouais. Tu as des grosses problématiques psychiatriques, des grosses dépressions, des anorexies, des troubles psychiatriques un peu importants. Et donc, les gens, ils vont pour ça, puisque c'est vendu pour ça. L'objectif, en fait, de la thérapie, ce jour-là, que tu vois, c'est d'extirper tes émotions le plus possible, de les exprimer à l'extrême. Et t'entends à un moment donné qu'il y a un mec qui parle, qui dit « Vas-y, machin, vas-y » et tout. Vas-y. Et en fait, tu lui dis, pas d'exprimer ces mots-là précisément, mais d'exprimer sa rage le plus possible. En fait, elle est poussée à ça. Au début, elle arrive, elle est pas vénère comme ça, hein, cette personne. Hein. On est une douzaine, et tout le monde est très très calme, on se salue, on se connaît pas forcément. Là, j'arrive encore une fois un peu comme un noob. C'est une thérapie de groupe, en fait. Comment t'arrives à rentrer là-dedans, toi? Moi, je mime quelqu'un qui a un besoin plus psychologique que psychiatrique, parce que c'est difficile de mimer une problématique psychiatrique, mais psychologique, tu peux plus le faire. Comment tu fais pour... Là, je suis reçu en consultation individuelle dans un premier temps pour expliquer mon problème. Je manque de confiance en moi, j'ai peut-être quelque chose qui traite de mon enfance, je sais pas ce qui se passe, enfin tu vois, je construis en fait tout un historique psychologique compliqué pour qu'il me propose ça. Moi je cherche ça, je veux pas le piéger non plus, mais je veux aller, parce que je sais qu'il faut que je check cette thérapie-là. Dans mon dossier, il faut que je check ça. Dans mon dossier, c'est ce qui a posé le problème. C'est pourquoi la femme de mon requérant a changé, et même s'est formée à ce truc-là, pour devenir elle-même thérapeute de ce truc-là. Et de l'extérieur, je peux pas savoir, parce que c'est secret médical, il faut vraiment que j'aille voir dedans. Et donc du coup, je suis ce parcours, et dès la deuxième session, on me propose ça. Ils sont encore ensemble, les deux ou... Non. Ils Du sont coup, la rupture commençait à être consommée, elle a été définitivement consommée, et moi je lui ai expliqué que, vu ce à quoi j'avais assisté, j'aurais toutes les difficultés à moi tout seul arriver à la faire revenir en arrière, à lui faire comprendre que peut-être qu'il y avait des thérapies plus soft, sachant que dans ces thérapies-là, ils te poussent tellement à l'extrême que tu finis invariablement, t'en parles à ton entourage, à ce que ton entourage te dit What, mais pourquoi tu fais ça? Ouais. Arrête, tu te fais du mal et tout. Donc tu vois, tu te mets en porte-à-faux, les gens trouvent que c'est bizarre, invariablement, tu te dis moi j'aime bien, je continue, et t'as tendance du coup à t'isoler de tes proches et à les rejeter s'il faut. Donc là, c'est ce qui s'est passé malheureusement. C'est en cours, hein. Donc on verra comment ça va se passer, mais pour le moment, ça va pas dans le bon sens. Et donc moi, je teste, et comme je te l'explique, donc moi, c'est dès la deuxième session, tu vois. Ouais. Je fais d'abord un truc individuel, mais en fait, le truc individuel, c'est un produit d'appel. Je paye ça comme une consultation, mais c'est pour me vendre le truc derrière comme ça. Tu payes combien le produit d'appel? C'est là, dans cette thérapie-là, c'est à la tête du client. Enfin, tu annonces ton salaire, grosso modo, et c'est le thérapeute qui dit toi, tu payeras tant. Putain, c'est énorme, ok. Donc moi, c'était 60 balles, mais t'as des gens, ça va être le double ou le triple, en fonction de ce qu'ils décident. C'est pas affiché, c'est un peu comme ça. Et après, tu repayes une deuxième fois pour aller au deuxième? Tu payes à chaque session. Tu payes à chaque session, et tu payes en avance, même plusieurs. Et on te dit bien, dès la salle d'attente, que faut surtout pas que tu abandonnes. Parce que si tu abandonnes, ça peut être pire. C'est-à-dire que tu vas t'engager sur un chemin de guérison, mais si tu l'accomplis pas jusqu'au bout, tu vas retomber dans un truc pire qu'avant. Ok, ouais. Et on te dit même que ça sera de ta faute si tu abandonnes. C'est parce que le travail il veut que, normalement, tu ne dois pas abandonner. Donc si tu abandonnes, c'est que tu n'as pas atteint un bon palier. Tu es un loser, en fait, en gros. Ok, ouais. Bon, alors donc du coup, la thérapie, c'est ça. C'est vraiment qu'il faut que tu craches ce que tu as le
plus possible à l'extrême. C'est que quasiment des gens qui ont fait au moins une session, qui se connaissent pas forcément, parce qu'il y a, j'avais calculé, mais je crois que c'est une bonne douzaine de groupes par semaine, et à chaque fois on est 10-12 dedans, donc ça fait à peu près un brassage d'environ 200 personnes par semaine. Ça c'est énorme en termes de chiffres. Encore une fois, moi Putain, ça fait j'ai check mon dossier, tu vois. J'essaie de calculer depuis tout à l'heure, j'arrive pas. 200 personnes, ça fait quoi? Ça fait... Bah par semaine, après tu t'as 52 semaines dans l'année, donc bah voilà, tu multiplies 52 par... t'en fais quelques milliers quoi, il y a quelques dizaines de milliers même, enfin quand tu passes au chiffre. Okay. Ah, c'est un truc parmi tant d'autres, mais bon, il y a peut-être beaucoup de personnes qui abandonnent, hein, qui se disent au final c'est pourri, c'est pas pour moi, et peut-être qu'il y a certaines personnes que ça impacte moins que d'autres, mais quand tu te mets dans un tel état de rage, c'est rare en fait dans notre vie de tous les jours en fait de se mettre en rage, quoi, ce que tu as pu entendre là. En plus, il faut que tu t'imagines que cette scène-là, c'est une dame qui est très gentille, très fragile, qui pleure beaucoup quand elle exprime son problème. Son problème, c'est une rupture sentimentale qui se passe pas bien, et sans doute avec, parce que tout n'a pas été réexpliqué, c'est pas la première fois qu'elle vient, mais sans doute au moins une violence psychologique de la part de son ex-conjoint, voire peut-être physique. Donc vraiment quelqu'un en fragilité par rapport à ça. Et il y a un mec dans le groupe qui a le malheur de ressembler à son ex et qui a sorti un petit mot de trop parce qu'en fait, quand les gens expriment comme ça leurs émotions, on doit interagir tous un par un. Ok, c'est-à-dire? Ben, on doit dire une petite phrase pour dire je t'accueille dans ce que tu exprimes. D'accord. Ou je pense que tu devrais faire comme ça. Peut-être que machin a raison. Peu importe. Mais tu vois, tu rebondis. Tu vois. On est obligé parce que nous-mêmes, on doit se mettre un peu sur ce travail-là de groupe. Tu vois, on est là. On doit être un petit peu dans l'écoute, pas forcément dans une interaction vraiment d'échange, mais dans une écoute un peu comme ça fictive. Puis ce mec-là dit, je sais plus, un truc comme on était bien finalement ensemble. Tu vois, un truc un peu random comme ça. Mais elle, ça l'a fait totalement dégoupiller parce qu'elle a pris ça comme une manipulation de son mari, de plus, alors que c'était pas du tout son mari, ce mec-là. Hein. Ouais. Et c'est là où elle part comme ça sur vraiment une rage à son encontre. Il n'y a pas de, comment dire, de physique, hein, c'est-à-dire que les gens ne s'accrochent pas, mais elle était à deux doigts, je pense, de lui sauter dessus. Parce que quand t'entends à quel point elle rage, ce qu'elle lui dit, il faut aussi se mettre à la place de ce mec qui prend ça dans la gueule ce jour-là. Et ça vient comme ça d'un coup. Hein. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais je me dis que face à des gens qui sont en fragilité psychiatrique, ça peut faire vraiment ce qu'on appelle décompenser. C'est-à-dire que tu peux vraiment affronter, par exemple, tu vois, dans le champ de vision de ce truc-là, malheureusement, je suis obligé de le flouter, cette personne-là, est une personne qui est dans le champ de vision de cette vidéo. Moi, je suis le gars qui est en gris, qu'on voit à gauche. Je suis pas très loin, tu vois. On voit un mec avec un sweat gris, c'est moi. Et au fond de la pièce, on voit un autre mec à droite. Ce gars-là, c'est un nouveau, comme moi. Et en fait, j'ai lu mes émotions sur son visage. Parce que je me suis vu le voir complètement choqué. Et en fait, je crois que je t'avais déjà parlé en fait de ce cas, de cette dérive-là. J'avais remarqué que les gens en fait avaient des casques. Quand j'étais rentré, je te l'avais dit ou pas, je sais. Ça me dit rien. Et en fait, moi, je m'étais dit, bah, tu vois, bon, c'est un milieu urbain, ils ont des casques, ils écoutent de la musique, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, c'était des casques de chantier, c'était des casques anti-bruit. Et j'ai compris après pourquoi ils avaient des casques anti-bruit. Tu le vois en fait sur la vidéo, qu'ils se mettent un casque anti-bruit, parce qu'en fait, à chaque session, il y a des gens qui hurlent comme ça. Moi, j'avais rien. Lui, tu vois que ce gars, c'est pareil, il a pas de casque, pas de boule caisse. Et lui, il a dû se retrouver comme moi avec des acouphènes de fou pendant plusieurs jours. Ça m'a fracassé les oreilles. Et ce mec-là, sur son visage, j'ai lu la même stupeur que moi. Alors moi, je la voyais pas évidemment sur mon visage, ouais, tu vois, parce que je peux pas me filmer moi-même. Mais en revoyant les vidéos de la caméra cachée, mais même ce jour-là, de toute façon, je l'ai capté. Il était comme ça, sidéré par la scène. Et c'est du coup exactement ce que je te dis. Quelqu'un qui arrive avec une fragilité, parce que dans sa famille, il a subi ce type de violence-là. Tu sais, des cris, par exemple, des parents qui se tapent sur la gueule quand t'es enfant, qui se crient dessus comme ça, des trucs ultra violents. Ouais. Quelqu'un qui arrive en pensant trouver un environnement sécure, c'est ça, ouais. Pour régler ce problème-là d'enfance, il se retrouve face à cette violence-là. Comment il rentre chez lui? Ce gars-là, durant sa session à lui, il n'a pas exprimé autant de violence parce qu'il arrivait comme moi, noob, et c'est pas facile en fait de partir dans une rage comme ça. C'est ultra rare en fait d'être aussi énervé, quoi. Toi, t'as dû passer aussi devant les autres On a chacun fait chacun notre tour. C'est vraiment un travail de groupe. Chacun devait exprimer. Comment tu fais du coup quand tu passes là-bas Tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre qui... Moi, j'ai simplement mimé que sur une première séance, j'arriverais pas à exprimer autant d'émotions. Donc tu vois, c'est la facilité. Ouais. Finalement, ils m'ont tous dit, bah tu sais, on a vécu la même chose que toi. Au début, c'est pas facile. Au début, on est un peu timide et tout. Mais tu vois, les prochaines séances, tu partiras pareil comme ça. Tu vas crier, tu vas taper partout au sol, machin. Et j'ai juste eu à mimer, moi, que j'y arrivais pas parce que pour l'instant, j'étais un peu... Je venais aussi pour cette problématique-là, hein,
pas arrivé à bien exprimer mes émotions, c'était cohérent. Mais certaines personnes qui sont plus habituées faisaient ça. Mais lui, ce monsieur-là, je l'ai vu vraiment fondre en larmes parce qu'il a pris tout ça à la gueule et qu'il n'était pas bien, quoi, en fait. Et qu'il a exprimé qu'il a lui aussi subi des violences quand il était gamin. Alors lui, c'était, je pense, frais, pour le coup, il n'était pas infiltré, je crois pas. Ouais. J'étais hyper triste pour lui, en fait. Mais bon, après, je lui reste à la vie. Mais je me suis dit, lui, là, ce qu'il a vécu, peut-être qu'il sera jamais débunké. Peut-être qu'il va se dire, c'est normal en fait ce type de thérapie-là, de te prendre ça dans la gueule gratos, et peut-être qu'il va y retourner et qu'il va sombrer un peu plus dans ces problématiques psychologiques ou psychiatriques, parce que personne ne lui dira jamais, mais cette thérapie c'est peut-être pas cool, parce que cette thérapie, bon je te l'ai pas dit au départ, mais évidemment elle n'est pas du tout validée ni médicalement ni scientifiquement. Évidemment, le fait de crier, sinon on saurait quoi. Pas contrôlé, pas réglementé, voilà. Certains vont me dire, oui, c'est le cri primal, c'est machin, parce que j'ai entendu ça, tu vois, des gens me dire, ouais, mais pourquoi tu vas juger ça? C'est pareil, on va me dire, pourquoi tu vas juger le chamanisme, si on veut prendre de l'ayahuasca et tout ça. Moi, je juge pas, je m'en fous, quoi. Mais je constate juste que sur mes dossiers, ça génère des dégâts. J'y vais pas, en fait, en mode chill, juste pour dire, je vais juger. Je suis dans un cadre particulier où je sais pas au départ si ça a généré des dégâts. Mais j'y arrive pour vérifier justement ça. Et j'essaye vraiment de faire gaffe à pas tomber dans un biais de confirmation. Mais quand je vois ça, je me dis, ok, ça me surprend pas que dans mon dossier, ma nana qui est un peu fragile, elle est full décompensée. Et en plus, non seulement elle a subi cette consultation-là plusieurs fois, mais elle se forme au truc pour devenir elle-même thérapeute alors qu'elle a un profil ultra fragile. C'est ça. Et on sait bien en psycho et en psychiatrie que pour être un bon thérapeute, il faut que déjà toi que tu sois aguerri, C'est ça. tu aies réglé tes problèmes, tu vois, pour pas être ultra fragile, parce que tu vas bouffer les problèmes des autres, quoi, donc c'est compliqué. C'est quoi les pires choses que tu as pu remarquer en infiltration, dégâts que tu as pu constater chez les gens Clairement, les quelques extraits que je te montre là, enfin surtout le premier et le dernier, Oui. c'est vraiment dans les choses un petit peu les plus extrêmes. Ouais. J'allais dire à titre psychologique, parce que C'est ça. c'est assez violent psychologiquement. Et même là, on peut dire psychiatriquement. Parce que là, encore une fois, on voit qu'un petit extrait de quelques secondes, t'as vu, ça dure pas longtemps. Déjà, tu te dis, ouais, c'est quand même, déjà, c'est chaud. Mais il faut s'imaginer que ça dure des heures, en général. Voilà, sur plusieurs sessions, et pour certaines personnes, plusieurs fois par semaine, pendant des années, etc. Donc, bon, ça, moi, j'estime que ça, déjà, c'est violent, même si on n'est pas sur des trucs pur physique, c'est violent. Après, un autre truc dont je t'avais parlé, que j'avais trouvé quand même physiquement assez raide, c'est la dérive sectaire où j'avais été, où les gens ne mangeaient pas et buvaient pas. C'est ça, ouais. C'est pareil, là, ils se mettent pas dessus, tu vois, ils se fracassent pas. Mais ne pas manger et ne pas boire, surtout pas boire en plein été, c'est violent, hein. Ça fait mal au niveau du corps, hein. Donc bon, à un moment donné, t'en as qui le font parce que physiquement, tu peux ne pas résister à l'appel du corps de devoir boire ou manger. Mais c'est un truc qui est quand même, je trouve, assez raide. Et ça, je te l'avais dit aussi. Et là, je te recite Étienne Jacob, le journaliste qui a fait ça aussi comme moi, qui s'est infiltré dans des trucs comme ça, qui a écrit un bouquin là-dessus notamment, pas que, mais qui s'est infiltré là-dedans. Il a témoigné sans qu'on se concerte de la même chose que moi, c'est que néanmoins, quand tu sors de là-dedans, tu sais que c'est bullshit, mais ça laisse des traces, quoi, parce que vraiment, on te dit vraiment que la nourriture, Totalement. ça abaisse, ça bousille ton karma, ça abaisse tes fréquences, enfin, genre, c'est pas bien du tout. Et du coup, après, tu vois la bouffe différemment pendant quelques jours. Ça passe après, hein. Et ça, je trouve que c'est physiquement assez violent parce que, pour le coup, là, en plus, ça met en danger direct, hein. Pas boire, c'est extrêmement dangereux. Tu peux vraiment être déshydraté hyper rapidement l'été et être en carence cardiaque assez rapidement quand t'es full déshydraté. Et puis alors, si en plus tu manges pas, c'est pire que tout, quoi. Benoît, merci infiniment encore pour tes témoignages. On le rappelle évidemment, mais tu lances une campagne Ulule pour faire un documentaire qui présente en fait 10 ans d'infiltration dans les sectes. On mettra bien sûr le lien en première ligne de description. Ce documentaire, il parle de quoi concrètement? C'est des infiltrations, c'est des caméras cachées, c'est... Le documentaire, il est dans la droite ligne des 3 petites vidéos, là, les petits extraits dont on a parlé. Donc évidemment, des extraits plus longs et beaucoup plus d'explications sur ce qui a pu se passer, où j'étais précisément, comment je l'ai préparé. En fait, je veux emmener les gens de l'autre côté du miroir. C'est vraiment, j'ai fait une petite vidéo explicative comme ça de quelques minutes, complémentaire à la première que je t'avais donnée. Vraiment, je suis face cam et j'explique pourquoi je fais ça. Ça dure 5 minutes. Voilà, c'est pas très long, mais j'explique un peu ma démarche. Et ma démarche est atypique dans le sens où on n'est pas 15 000 à avoir fait ce que j'ai fait comme ça pendant 10 ans. Je m'en rends compte aujourd'hui. Et donc, cette expérience un peu atypique, j'aimerais justement en rendre compte au grand public, à la fois déjà pour emmener les gens avec moi de l'autre côté, à voir un petit peu comment ça se passe aussi techniquement, un petit peu comment on fait une infiltration, comment ça se passe et tout. Et quand on ressort un petit peu ce que ça peut créer, le relationnel avec les autres, le relationnel aussi avec ta famille, de faire ça.
comment toi ça te positionne au quotidien de faire ce genre de taf. Et surtout, à la fin, et ça c'est ce que je te disais, pour moi c'est le plus important, et je pense que le message passe aussi un petit peu, même si je réussis pas la campagne, c'est de dire, il y a un truc qui se passe quand même en France là-dessus, sur un certain nombre de dérives thérapeutiques et de dérives sectaires. Il y en a bien d'autres dont je t'ai pas parlé, et pour lesquelles je me suis pas forcément infiltré, mais où j'ai aussi pu voir vraiment la problématique à la fois psychologique, humaine et juridique, et j'allais dire même sociétale, parce que ça peut poser problème au niveau de la société. C'est rendre compte de ça à travers ce documentaire, à travers mon fil rouge, ma parole, mais surtout aussi la parole d'autres personnes qui, avec moi, viendraient commenter ce que j'ai pu croiser, des victimes, des témoins, des experts. Ouais, faire ça sur un format long qui soit le plus pédagogique possible pour qu'ensemble, on essaye de peut-être lancer une petite alerte, faire un truc, tu vois, pour qu'on comprenne mieux le phénomène qui se joue. On mettra également une petite fiche qui s'affiche maintenant en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer pour regarder directement la petite vidéo que Benoît a fait, qui parle un peu plus en détail de ça. Sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode. Passez une très très bonne soirée. Benoît, merci infiniment encore. C'était Noah. Bye.